L'usine de moteurs d'avion de GE, General Electric, à Bromont, compte environ 150 robots. La moitié lui ont été fournis par la société montréalaise AV&R, qui est active en automatisation. Elle est présente aussi dans 14 pays. Son implantation dans le nord des États-Unis lui a permis de faire valoir ses connaissances, son expertise, ce dont va nous parler dans un instant son président directeur général, Jean-François Dupont, à Télécorrex. Bonjour et bienvenue à Télécorrex, M. Dupont. Bonjour. Écoutez, on dit AV&R ou AV&R, mais peu importe la prononciation, on aimerait savoir d'abord ce dans quoi vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on est une firme d'ingénierie spécialisée en automatisation dans le secteur de l'aéronautique. Donc, on fournit des solutions robotisées pour aider les compagnies de l'aéronautique à produire leurs pièces. Dans quel secteur d'aéronautique? Chez les motoristes, principalement. Donc, on va travailler avec Rolls-Royce, Pratt & Whitney et GE. GE, par exemple. Oui, c'est nos gros clients. Et vos gros clients qui font directement affaire avec vous? Oui, à travers ce qu'on appelle les OEM et leur réseau de sous-traitants. Donc, ça fait peu de compagnies, mais c'est des gros joueurs. Vous vous êtes fait connaître d'abord, parce que des motoristes, il y en a ici, hein, notamment, là, vous avez parlé de Pratt & Whitney et GE. Vous vous êtes fait, j'imagine, connaître d'abord ici au Québec? En fait, on a un parcours un peu particulier. Au départ, on était ce qu'on appelle des généralistes en automatisation. Donc, on travaillait dans plusieurs secteurs d'activité. Ça peut aller des pâtes et papier, le nucléaire, l'éclairage. C'est assez diversifié. C'était très diversifié. Et puis, tranquillement, pas vite, lorsque moi et mes partenaires, on a racheté l'entreprise, on a décidé de focusser dans des secteurs bien précis. Et puis, on avait un long historique avec GE et ses différentes divisions. Et puis, on a commencé à travailler avec GE Aviation, mais dans des usines américaines au départ. Ah oui? Et par la suite, l'usine de Bromont. Vous vous êtes fait connaître dans ce domaine-là d'abord à l'extérieur. Oui, d'abord à l'extérieur. Il faut dire que rapidement, on est arrivé au Québec, mais l'argent pour l'automatisation était plus disponible aux États-Unis, principalement sur la côte Est, dans ce type d'usine. Et là, justement, on entre dans le vif du sujet. Là, où vous êtes connu, là, où vous êtes fait une niche. Et là, tranquillement, vous allez vous redéployer à l'extérieur. Les États-Unis, ça devait être peut-être, et le Nord-Est là, qui est à côté, ça devait être une cible de choix, je présume. C'est un immense bassin manufacturier dans le domaine de l'aéronautique, beaucoup d'usines, donc tout ce qui est Pratt & Whitney America, tout ce qui est GE et plusieurs sous-traitants, donc il y a une multitude d'usines, donc c'était pour nous un marché local, entre guillemets. Ah oui? Oui, à ce moment-là, on était à peu près 85 % de nos revenus provenaient des États-Unis. Donc, on avait énormément d'activités et puis les seuls clients qu'on avait ici au Québec, c'était Pratt & Whitney à Longueuil et GE à Bromont. Mais il fallait quand même si vous aviez déjà une expérience d'affaires aux États-Unis, il fallait vous implanter dans ces marchés, il fallait vous faire connaître. Vous êtes dans un marché d'exportation de savoir et de services à ce moment-là. Exactement. Donc, nous, on suit nos clients. Et puis, vous allez remarquer que dans le monde, il y a plusieurs secteurs, clusters qu'on appelle aéronautiques. Les fameuses grappes. Là. Des grappes. Et nous, on se retrouve dans chacune des grappes. Donc, on suit nos clients sans l'aide des OEM de GE, de Pratt et de Rolls-Royce. C'est quoi un OEM? C'est les gens qui vont concevoir le moteur. C'est comme le Ford ou le GM qui va concevoir le moteur et ensuite va distribuer à ses sous-traitants la fabrication de multitudes de pièces et va faire l'assemblage final. Alors donc, vous vous êtes fait connaître, vous vous êtes implanté, là, vous vous êtes fait valoir dans ce secteur-là, mais je comprends que maintenant, vous êtes actif dans une quinzaine de pays. Exactement. Est-ce que ça vous a servi, en aéronautique, de rampe de lancement? En fait, le plan stratégique qu'on avait mis en place, c'était d'être reconnu comme étant les meilleurs dans un secteur et d'utiliser cette reconnaissance-là comme ticket d'entrée dans d'autres pays, dans d'autres endroits. On s'est exporté dans plusieurs pays autres que le Canada et les États-Unis, un peu pas par hasard, mais plutôt par nécessité. C'est-à-dire? Quand il y a eu la récession en 2008, on a dû rapidement réajuster notre modèle d'affaires. À ce moment-là, on avait 85 % de nos revenus provenaient des États-Unis et du jour au lendemain, tous les investissements ont cessé. Et on était appelé à fournir des solutions en Europe et en Asie depuis
plusieurs années, on cognait à la porte, mais on était tellement occupés sur la côte est qu'on ne voulait pas y aller. C'est un changement de vie pour des entrepreneurs de soudainement commencer à aller exporter ces solutions à travers le monde. Toute l'infrastructure que ça demande pour la compagnie. On a juste à penser les nouvelles normes, les cultures, les contrats, protéger notre propriété intellectuelle, vous parlez de savoir, il faut le protéger, les fuseaux horaires et supporter tous ces clients-là. On n'était pas prêt à le faire au départ, mais quand la récession est arrivée, soudainement, on a dit, ben là, on a une chance, on n'a pas le choix. Il faut foncer. Il faut foncer. Donc, en 14 mois, on a complètement changé de modèle d'affaires. On est passé de 85 aux États-Unis à 30 en Europe, 30 en Asie, 30 aux États-Unis, 30 au Canada. Là, vous en avez un peu de trop. Là. Vous avez 4 fois 30 Ça fait 120 Mais on a toujours mis de façon égale. On suit un peu les investissements qui se font à travers le monde. Donc, à chaque année, ça varie. C'est équilibré. Ouais. Mais les États-Unis demeurent quand même là, un créneau important? Présentement, c'est de retour. Oui, il y a énormément d'investissements dans le domaine de l'aéronautique en ce moment même aux États-Unis. C'est un très, très beau secteur pour nous, mais qui demeure le plus difficile à pénétrer. Bien, justement, parlons-en, parce qu'on va sortir un peu de votre expérience. Je vais vous demander de prendre un peu de recul puis de dire, maintenant que ça a été fait, maintenant que vous avez eu des bons moments, des moins bons, que vous revenez, il y a des gens qui vont regarder, qui vont écouter et qui sont peut-être à la veille, eux, d'entreprendre une démarche, disons, apparentée. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est important quand on décide de faire le saut puis de dire, bon, bien là, j'investis dans ce marché-là? Ça prend un commitment des dirigeants de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important parce que la vie change vraiment. Auparavant, aux États-Unis, c'était plusieurs voyages dans la même semaine, mais tu reviens à la maison de façon régulière. Tard le soir, mais tu reviens. Quand tu commences à aller en Asie, en Europe, c'est des voyages qui sont beaucoup plus longs. C'est très exigeant sur la famille, physiquement, c'est difficile aussi. Donc, c'est un choix de vie. Par la suite, tu ne peux pas y aller... tu fonces ou tu fonces pas. Si tu vas juste un petit peu à la fois, tu fais seulement investir de l'argent puis ça ne rapportera pas. Tu dois être sérieux dans un secteur très précis. Tu ne dois pas y aller de façon saupoudrée un peu partout. On n'y va pas en dilettante, là. Non, on fonce ou on ne fonce pas. Et est-ce que vous avez pu compter sur des partenaires, des organisations qui vous ont soutenu dans ce développement, je ne sais pas, au niveau du financement, au niveau de vous fournir des conseils qui faisaient pour apprivoiser les marchés? On a la chance de suivre nos gros clients. Donc, GE a, par exemple, des usines partout à travers le monde. Donc, notre référencement va provenir des sièges sociaux. Et donc, on a déjà une carte de visite. On est recommandé par des gens de différentes usines. C'est ce qui nous permet de se promener d'un pays à l'autre. On n'a pas décidé d'attaquer un pays en particulier. On a décidé d'attaquer des grappes. À cet endroit-là, il y a des usines de nos fournisseurs, de nos clients. Et puis, c'est ce secteur-là qu'on va attaquer. Donc, on est plus dans un marché global. On va, par exemple, développer une solution pour travailler sur un certain type de pièces. On va regarder partout dans le monde où elles se trouvent et puis on va aller cogner à ces pays-là pour essayer de vendre nos solutions. Mais on imagine ce que ça peut représenter, l'ampleur du défi, parce que vous êtes peut-être bon, mais vous n'êtes pas les seuls à être bons. Certains vont essayer de vendre également la marchandise. Vous estimez, on a parlé au départ que vous êtes ingénieur, il y a une longue tradition ici d'excellence en ingénierie et de savoir-faire. Est-ce que vous pensez que, puis là, la question est un peu plantée, mais les entrepreneurs ici québécois, dans ce domaine-là, ils sont de nature à rivaliser avec les meilleurs à travers le monde? On est très, très innovateurs. On a une façon d'aborder les problèmes, une créativité qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de se démarquer par rapport à la compétition. Donc, c'est un avantage certain. La difficulté, c'est typique, je crois, pour les entrepreneurs québécois, c'est qu'une fois qu'on a innové, on semble avoir un peu moins d'intérêt à le commercialiser à travers le monde. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le soutien de différents organismes qui ne nous poussent pas à commercialiser énormément. Une fois l'innovation passée, on est plus frileux à aller commercialiser nos produits. C'est peut-être aussi en lien avec ce que je vous mentionnais au début, c'est que c'est un changement de vie d'aller commercialiser un peu partout. Le terrain de jeu du Québec est trop petit pour le genre de solution qu'on vend. Nous, on n'a pas le choix d'aller à l'international. Sinon, l'entreprise ne pourrait pas survivre. En tout cas, manifestement, vous avez pris votre envol. Très heureux que vous en ayez parlé avec nous aujourd'hui, M. Dupont. Merci beaucoup.